Merci. Donc bonjour tout le monde. Effectivement, donc moi je m'intéresse aux alternatives éducatives. C'est quelque chose d'un petit peu difficile. On a beaucoup plus tendance à parler des alternatives en agriculture, en énergie, en communication, en transport, en tout. Mais dès qu'on s'intéresse aux alternatives, par exemple à l'école, on vient alors en France, faire un crime un peu de lèse-république. Ici, c'est aussi un débat qui est compliqué. Donc j'essaie de vous amener un petit peu ailleurs et puis faire le pont, répondre complètement finalement à la question qui était est-ce qu'il y a encore des champs à explorer qu'on aurait oubliés. Je pense que oui, au moins de ce qui pourrait être, parce qu'évidemment c'est très très riche, on ne peut pas tout faire, mais en tout cas je vais essayer d'amener un point qui serait à explorer. Alors, si je me sors de la technologie, voilà. La question que je pose, c'est y a-t-il une place pour des expressions éco-citoyennes qui ne se laisseraient pas définir par les canons d'usage? Pas que ce soit un champ complètement balisé et puis qu'il y ait des canons d'usage fermes, mais on a quand même des habitudes de poser des questions, de la participation citoyenne, on parlait de l'engagement, on parlait de ça, mais il y a des façons de poser les questions qui échappent un petit peu au débat, c'est celle que je vais essayer de poser là. Alors, d'un point de vue éducatif, alors qu'on le veuille ou non, il y a toute une communauté qui s'organise, toute une communauté de gens qui ont préféré éduquer leurs enfants en dehors de l'école. Et ce n'est pas forcément des chercheurs, c'est vraiment des gens, alors il y a beaucoup de témoignages, mais il y a aussi beaucoup un peu comme les agriculteurs peuvent se prendre en main pour s'éduquer eux-mêmes et produire les documents finalement qui peuvent leur faire référence. Il y en a les apprentissages autonomes, ça c'est vieux, mais ça vient d'être traduit. C'est pour ça que c'est tout récent la traduction. Il y a des films, Être et devenir, si nous faisions le choix de ne pas scolariser nos enfants, Apprendre sans école, je suis jamais allé à l'école, Excellent, Éducation sans école, c'est pareil. Jean-Pierre Le Prix, La fin de l'éducation, etc. Donc, et puis, je vous fais grâce à l'ensemble de l'œuvre, mais il y a tout un champ qui se développe et on serait mal inspiré de passer complètement à côté de ça parce que ça se produit, ça se fait, les gens s'organisent. L'apprentissage informel expliqué à mon inspecteur, etc. Manifeste. Ça, c'est un peu des domaines un peu connexes, mais quand même, ça participe à ce champ-là. Donc, il y a une littérature qui se met en place, et notamment par les acteurs qui le vivent. Ça, c'est vraiment une maman qui a écrit ça, là, en disant j'en ai marre de chaque fois que je me fais inspecter en France, par alors les apprentissages. Et elle dit mais nous, on ne formalise pas là, nos apprentissages. Et alors, bon, voilà, ils se sont dit je vais écrire un livre, je vais y envoyer à l'inspecteur, on va gagner du temps. Donc, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Alors, le pont avec l'éducation relative à l'environnement et l'éco-citoyenneté, j'ai essayé de le mettre là-dedans. Alors, je suis désolé pour les gens à distance, j'imagine que c'est invisible, mais ce sera sur le site. Alors voilà, essayez de me suivre, d'accord? Là-dedans. Si on prend l'école qu'on accepte comme un dispositif généralisé dans lequel des agents de l'État en général transmettent aux enfants d'un peuple, d'une société, d'une nation, les connaissances utiles et les valeurs communes nécessaires à la bonne marche de la société, je pense pas que c'est une définition relativement neutre, d'accord, je ne pense pas trahir personne en disant que ça fait l'acceptation qu'on se fait de l'école. Mais si on regarde donc ça en tant que réponse et qu'on fait un petit jeu de géopartie et qu'on se demande à quelle question ça correspond, eh bien les questions sont là. De quoi une nation a-t-elle besoin pour transmettre à sa jeunesse des valeurs qui lui sont chères? Ou de quoi un système économique a-t-il besoin pour se procurer des travailleurs et transmettre ses valeurs? À ces questions-là, on a donné cette réponse-là et c'est accepté généralement. Mais voilà, si je reviens à ce que disait Tom tout à l'heure sur cette espèce de tension entre collectif et particulier, entre société et individu, quand les parents se sont posé la question radicale de dire ben moi j'accueille un enfant dans ma famille, un jeune enfant qui vient de naître, de quoi un enfant a-t-il besoin pour grandir? Dans cette réponse-là, il trouve qu'il y a une inadéquation
dispositif généralisé dans lequel les agents de l'État, etc., ça ne leur va pas, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils disent non, moi l'enfant, alors c'est un petit peu le résultat de mes recherches, mais les gens se disent on veut un environnement qui offre à l'enfant le temps et l'espace libre à investir, l'amour et la bienveillance, le terrain d'aventure pour construire ses apprentissages, etc., etc. Et donc cette réponse-là est inadéquate. Ce qui vient fausser le débat, c'est que beaucoup d'acteurs de l'école, des enseignants, etc., n'arrivent pas à se résoudre à dire nous on fait ça. Les professeurs, quand on parle avec eux, ils sont tous de bonne foi, ils disent non, nous on fait ça. Mais les parents ne sont pas d'accord, vous comprenez? Donc il y a un rapport un peu utopique finalement. On est toujours sur l'école du XXIe siècle, l'école du futur, et dans le chapitre de ma thèse, c'était pour en finir avec les incantations, parce que c'est ça, on est toujours en train de croire que ça va toujours s'améliorer. Donc, mais les familles qui exigent ça dénoncent ça, et il y a donc une incompatibilité entre le besoin des familles, l'envie des familles, et ce que propose ou ce qu'est l'école de fait. Vous comprenez ça? C'est bon? Alors, le lien, il est où dans ce qu'on cherche? C'est que, quand on pose la question de quoi a besoin l'enfant pour grandir, comme on parlait sur tout à l'heure, c'est de l'environnement qui offre, etc. Donc on parle d'environnement. Et là, c'est aussi l'objet de mes recherches, c'est-à-dire de quoi est fait cet environnement éducatif. Et ça a un lien très fort avec le besoin de nature. Je prends pour exemple un mouvement qui s'appelle l'écologie de l'enfance, déjà dans les mots, et qui se définit alors en partie comme ça. La personne qui a écrit ça, c'est pas une universitaire, c'est pas. Alors, on pourra toujours discuter des mots, etc. Je vous demande juste de lire ce qu'elle dit de ça. Donc, on pourrait avoir des phrases peut-être plus justes, plus affinées, mais peu importe. Regardez. Comme l'autonomie s'enracine dans l'attachement, le respect de la nature, qu'on appelle l'écologie, s'enracine dans le respect de la nature humaine, l'accueil aux petites humaines. La préservation des dispositions spontanées de l'enfant, nous l'avons vu, préserve de même cet élan intérieur naturel de préserver son environnement. Si là, on n'est pas dans un champ de recherche en éducation relative à l'environnement, il faut m'expliquer, d'accord? Donc il y a un discours qui se construit. Et je pense que là, pour faire des ponts avec le centraire, il y a un champ de recherche à explorer. Deuxièmement, ici, il y a un espace de recherche éco-citoyenne. Pourquoi? Parce que, je le sais en tant que parent dont les enfants ne vont pas à l'école, on nous mitraille de questions tout le temps. C'est jamais des questions pédagogiques. Si je vous dis qu'on a abordé Léonard de Vinci avec mes enfants cet été en Toscane, dans les ateliers de Léonard de Vinci à Florence, pédagogiquement, tout le monde sait qu'il vaut mieux faire ça que essayer de parler de Léonard de Vinci dans le cadre des murs d'une classe. Pédagogiquement, personne ne remet ça en question. Mais la question qu'on pose toujours, c'est oui, mais alors et les autres? Et le collectif, alors, et le pacte socio-éducatif de la société? Et alors, là aussi, il y a une posture citoyenne. Est-ce que les gens qui se situent là, comme moi finalement, est-ce qu'on est des mauvais citoyens? Ou est-ce que, justement, on participe à la diversité sociale? Et que serait une démocratie qui ne ferait qu'un seul choix? D'accord? On participe à la diversité, comme les écoles alternatives, comme les centres d'éducation populaire, comme etc., etc. On participe à la diversité. Sauf que ce discours-là, en fait, dire que c'est un discours citoyen que de ne pas envoyer ses enfants à l'école, et en plus, le discours, il se nourrit de quelque chose qui est de dire, mais justement, on ne veut pas les enfermer dans des endroits cloisonnés juste pour eux. On veut qu'ils soient dans la vraie vie, nos enfants. On veut qu'ils aillent chez le boulanger, chez le garagiste. Donc, on est complètement dans la société. Et c'est pour ça qu'on ne les envoie pas à l'école. Vous comprenez? Donc, tout ce discours-là qui est très mal compris, très mal reçu, et je dirais pour certains inenvisageable, en fait. Il y a des gens qui ont pas... Enfin, honnêtement, j'ai eu des débats sérieux avec des gens pour qui ça n'arrive pas au cerveau. Vraiment, ça ne fait pas partie du domaine des possibles. C'est quelque chose de compliqué. Alors, je pense que, et là, évidemment en lien avec les deux, il y a un espace de recherche. Comment on pourrait formuler ça? Parler des ateliers de Léonard de Vinci, c'est les photos maison, hein. C'est Laurie, à côté de tout ça. La question de l'environnement est au centre des préoccupations des familles. De quel environnement parle-t-on? Puisque les familles remettent en cause le pacte socio-éducatif, de quels matériaux est construit leur sentiment citoyen? Et
en lien avec ces deux questions, à la croisée de ces deux questions, citoyennes et écologiques, quels seraient les contours d'une éco-citoyenneté émergente dans le contexte des alternatives éducatives? Sûrement reformulé, sûrement affiné, sûrement, mais voilà, quelque chose qui tournerait autour de ça. Et voilà.